Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine du beau, du bon, du bien-être. Je me trouve dans la suite des Galeries Lafayette et je vous propose une émission 100% art. En effet, dans quelques instants, j'aurai l'immense plaisir de recevoir une femme d'influence dans le monde des arts. Elle s'appelle Elisabeth Delacarte, elle est galeriste et décoratrice d'intérieur. Nous allons découvrir son univers raffiné, mais avant cela, sommaire. Parce qu'on a tout un petit côté girly et qu'ils aiment ça, voici un portrait de la galeriste et décoratrice So Arty, Elisabeth Delacarte. Puis on bouge ses fesses dans l'expo phare du moment, Danser sa vie, c'est beau et c'est à bobo. Enfin, notre chroniqueuse Lydia Bakri caquette pour le grand retour de la volaille. Et oui, le poulet rôti, c'est trendy. Elisabeth Delacarte, c'est la galeriste d'influence qui pose un œil avisé sur les artistes de demain, mais c'est aussi avant tout une femme de goût et de cœur. Bonjour Elisabeth. C'est gentil, merci Sandrine. Je vous en prie. Alors on va parler un petit peu de votre parcours. C'est en 1986 que vous avez décidé de créer votre propre galerie qui s'appelle Avant-Scène. Vous dites l'avoir créée en tant que consommatrice frustrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait que du design pur et dur. Quand on voulait se meubler ou acheter des objets contemporains, on n'avait absolument aucun choix. C'était la tyrannie du design pur et dur, du noir, de la ligne droite, du high-tech. Et bon, c'était intéressant, mais moi, ça ne me plaisait pas trop. Et j'avais envie d'autre chose. Et puis en 81, il y a une exposition Choc chez Janssen, qui est une maison très convenable de la rue Royale, où deux énergumènes qui s'appelaient Garouste et Bonetti exposaient des meubles arrivés de nulle part, dans des matériaux qu'on avait oubliés. Et ça a été un peu le détonateur. Ensuite, il y a eu un salon au Grand Palais où là, j'ai rencontré des jeunes qui étaient tout à fait dans la même mouvance et qui n'avaient aucune vitrine dans Paris. Donc, j'ai abandonné le métier que je faisais qui était dans la mode et j'ai lancé ma galerie. J'ai acheté des pièces d'eux et j'ai ouvert un lieu pour les exposer. Alors votre galerie, essentiellement des sculptures, qu'elles soient en bronze, qu'elles soient en plâtre, qu'elles soient en fer, enfin en métal. Pourquoi ce choix de sculpture ? Alors c'est vrai que les meubles et les objets que je présente relèvent plus de la sculpture que du design industriel. On a encore l'impression de la main de l'artiste qui l'a créé. Même quand c'est en bronze, pour faire le modèle en bronze, il faut que l'artiste ait fait son plâtre ou sa terre. Et quand l'objet ou le meuble arrive, on a encore cette impression de sa présence. Et c'est ça qui donne tout le charme, toute la poésie à l'objet. Il y a un supplément d'âme, ce que n'a pas l'objet industriel qui est fait en très très grande série. Bien sûr, et qui perd justement ce côté artisanal, oui, entre qui est guillemets. trop lisse. Vous parliez du design et de la dictature du tout design. Vous, votre galerie, c'est plutôt baroque. Eh bien, c'est vrai que le mot baroque me convient mieux. Le baroque, dans le sens premier, désignait une perle irrégulière ou une pierre mal taillée. C'est dire qu'effectivement, j'aime bien les choses qui ne soient pas tout à fait lisses, pas tout à fait parfaites, et que dans le mot baroque aussi, il y a, mais plus tard, il y a le mouvement, l'excentricité, le décor, l'ornement. Et puis le jeu aussi avec tout ça, et je me sens plus proche, enfin j'aime ça, ça m'amuse, ça remplit ma vie, oui. Comment est-ce que vous sélectionnez les artistes que vous exposez ? D'abord, il faut évidemment que j'admire leur travail, les aimer, oui. Vraiment, que ce soit un choc esthétique quand je rencontre leur travail. Et puis, il faut également qu'il y ait quelque chose qui se passe humainement. Et il faut vraiment que ce soit des gens que je trouve bien. C'est la conjugaison de ces deux facteurs. Voilà, qu'il y ait un respect mutuel, une connivence, tout ça. Alors, à côté de votre métier de galeriste, vous en exercez un autre et pas des moindres. Vous êtes également décoratrice d'intérieur. Expliquez-moi ce choix. Alors en fait, je n'y pensais pas du tout, mais ce sont les clients qui m'ont demandé finalement, je leur vendais des meubles un peu extravagants et ils trouvaient que l'écrin qui servait à montrer tout ça ou à vivre avec tout ça n'était pas à la hauteur. Et ils m'ont demandé de faire quelque chose. Alors au début, j'étais pas très
chaude. Je me disais, enfin, je n'avais pas de formation pour ça. Vous aviez un œil. Et puis, oui. Et puis, en fait, comme il y avait un architecte à côté de moi, que j'avais un ami qui avait monté une entreprise générale, bon, ben, je me suis lancée. Et alors, vous dites une très jolie phrase sur vos clients. Vous dites « Le bonheur absolu, c'est de concevoir un intérieur qui leur ressemble, mais surtout qu'ils n'auraient pas imaginé. J'adore mêler l'élégance et l'insolite. » C'est ça votre style? Effectivement, ce qui m'intéresse, d'abord ce métier m'intéresse beaucoup parce qu'il y a un côté psy. Et ça vraiment, ça me passionne de faire une plus ample connaissance avec les clients. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller, de déceler leurs désirs, dont ils n'ont pas forcément une idée très claire, et de les amener aussi plus loin que ce qu'ils auraient imaginé. Donc je les fais avancer, mais je ne vais pas jusqu'à la rupture. C'est-à-dire je vais aussi loin que possible, mais je ne veux pas que rentrant chez eux, ils ne se reconnaissent pas. Ils ne se reconnaissent pas. Alors un de vos artistes fétiches, c'est Hubert Le Gall. Vous allez l'exposer dans très peu de temps. Oui. Et nous, vous avons suivi dans votre collaboration. On ne bouge pas, hein. Super. Paris, 6e arrondissement, l'un des quartiers les plus chics de la capitale. C'est ici, en face du prestigieux théâtre de l'Odéon, qu'Elisabeth Delacarte expose ses artistes. Bienvenue dans ma galerie avant-scène. Passionnée de baroque et très fidèle, Elisabeth Delacarte collabore régulièrement avec les mêmes créateurs. Des designers qui éditent avant tout des objets décoratifs mais fonctionnels. Et ça tombe à pic, il y en a un qui arrive, c'est Hubert Le Gall. Bien décidé à nous faire son numéro. Voilà le Carrément. Ben là, on prépare l'exposition d'Hubert Le Gall qui a lieu à partir du 22 mars à la galerie ici. L'exposition est intitulée « Hubert Le Gall fait son cirque ». Moi, j'adore. Là. L'artiste, funambule pour l'occasion, a créé ici une quarantaine de pièces inédites. Au programme, dérision, animaux et poésie. Explication. C'est en fait un jeu finalement de mots aussi, puisque je fais mon cirque et à l'intérieur de mon exposition, mes animaux font aussi leur cirque. Je vais à la fois faire des meubles qui sont assez classiques, mais avec toute ma fantaisie, et puis je fais aussi toute une partie avec des animaux qui jouent entre autres avec des bougies, donc c'est là où je fais comme un petit cirque. C'est à la fois moi et mes objets, on fait un spectacle ici à la galerie. Mais notre sculpteur a une botte secrète. Il est également scénographe. Et s'il y a une chose qui réjouit Hubert, c'est qu'en matière de mise en scène, Elisabeth ne lésine pas sur les moyens. Jusqu'à 2 mètres 20. Ce qui est assez exceptionnel, c'est d'aller là où je vais emmener Elisabeth, c'est-à-dire vraiment dans une sorte de théâtralisation du lieu, de manière à ce que mes objets dialoguent entre eux. Et je vais même intervenir, je vais peut-être écrire des choses sur les murs. J'espère que vous êtes déjà d'accord. Je vais donc au fait m'engager vraiment. Donc c'est comme un tableau noir, un tableau blanc sur lequel mes objets vont venir et sur lequel moi aussi je vais venir. Changement total de décor. Elisabeth Delacarte sort son joker et nous invite à découvrir sa deuxième activité, la décoration d'intérieur. Notre première étape, un lieu qui lui est cher. Alors ici, vous êtes chez moi. Ça n'est pas un appartement minimaliste, c'est plutôt un appartement qu'on qualifie de baroque. Il y a beaucoup d'objets et de meubles des artistes que j'expose parce que c'est ceux que j'aime beaucoup. La ligne droite n'est pas ce qu'on trouve de plus ici. Il y a de la couleur, il y a du mouvement, il y a beaucoup de poésie et de fantaisie. Alors, ici, nous arrivons dans le salon, qui est plus calme que l'entrée. Et pour se sentir bien chez soi, rien de mieux que la vie éclairée de notre experte. Dans la décoration, la lumière est extrêmement importante. On peut se sentir très très mal dans un bel endroit. Il faut qu'il y ait des lumières de niveaux différents. Là, ce qui m'a amusé dans ces appliques de Marc Brasier-Jones, c'est le jeu de la lumière. J'adore ces effets sur les murs. Autre pièce, autre style, beaucoup plus intime.
Alors là, nous arrivons dans ma chambre. Les murs sont couleur lilas rose. C'est un univers très doux, un peu féminin peut-être. Je vous ai donc montré ma maison tout à fait chaleureuse, colorée. Maintenant, autre chose, complètement différent, une réalisation, une maison blanche. Galeriste, décoratrice, la voilà désormais architecte d'intérieur. Elle nous ouvre ici les portes de cette maison de style anglais où elle a redessiné le volume des 3 niveaux. Alors le style, je dirais que c'est une maison très claire, très peaceful, lumineuse. Faire rentrer dans 4 mètres sur 10 des placards, du mobilier, un accès à tous les étages, tout en laissant un maximum d'espace à vivre, le pari n'était pas gagné d'avance. On a voulu faire un escalier qui ne prenne pas trop de place sur la largeur de la maison, mais qui soit quand même un petit peu monumental. Donc on l'a fait en biais, il se resserre en montant. Alors également, dans l'aménagement, je devais pouvoir ranger un certain nombre de mètres linéaires de livres. Donc nous avons imaginé cette bibliothèque sur les 3 faces et nous avons créé cette verrière pour lui apporter une lumière zénitale très agréable. Je manie des couleurs, des tissus, des volumes, de la lumière et tout ça me plaît infiniment. Elisabeth de la Carte a décidément plus d'un atout dans son jeu. Et si vous souhaitez être de la partie, rendez-vous à la galerie Avant-Scène pour l'exposition Hubert Le Gall fait son cirque. C'est jusqu'au 21 avril. Une très belle exposition à découvrir en ce moment même. Alors, est-ce que vous êtes prête, Elisabeth, pour l'interview 100% Art de Vivre? On y va. Si vous deviez être une sculpture, vous seriez laquelle? Je dirais une Vénus, mais non, plutôt une sculpture égyptienne avec un très joli plissé, très léger, très transparent. Vous vendriez votre âme au diable pour? Je crois pour rien du tout. Quelle est selon vous la plus belle œuvre d'art au monde, s'il y en a une? Je dirais une œuvre de Léonard de Vinci, peut-être un carton de travail, parce qu'il y a, avec lui, il y a tout l'humanisme et en même temps une infinie poésie. Il y a à la fois le poids du destin et une infinie douceur, une infinie poésie qui me touche profondément. Elisabeth, est-ce que vous avez une coquetterie inavouable? Une coquetterie inavouable, ce serait Karl Lagerfeld chez Chanel. Quel talent rêveriez-vous d'avoir, Elisabeth? J'aurais rêvé être pianiste et savoir bien jouer du piano. Et vous en jouez un peu? Oui, mais je me fais mal aux oreilles. Quel est votre péché mignon? Ah ça, c'est la gourmandise. Là, je n'ai pas besoin de réfléchir. La gourmandise est particulièrement le chocolat. Alors, à un dîner, vous imaginez une table idéale chez vous. Qui conviez-vous? J'aurais un penchant, bizarrement, pour la philosophie. Je penserais Platon, Nietzsche, peut-être Onfray, pour agiter tout ça. Ce serait une très jolie table. Hein. Quelle est votre définition du luxe? Quelque chose qui est parfaitement fait, mais sobrement, dignement, avec de belles matières et que tout soit impeccable, même ce qu'on ne voit pas. Quelle est votre pièce préférée dans une maison? À la chambre. Pourquoi? C'est le lieu du réveil, du coucher, de la musique, du cocooning, un lieu vraiment à soi, qui est ni pour la réception, ni pour l'usage, enfin l'utilité. Est-ce que vous aimez la danse, Elisabeth? Oui, beaucoup. Beaucoup. Alors je vous emmène tout de suite à Beaubourg, qui organise en ce moment même une belle exposition hommage. Regardez. Entrez dans la danse, voyez comme on danse au centre Georges Pompidou à Paris. Une exposition qui montre combien, depuis le début du XXe siècle, l'énergie de la danse est en correspondance avec le geste artistique. On suit la fascination d'artistes pour l'invention d'une nouvelle danse qu'incarnent Isadora Duncan ou Nijinsky. Une nouvelle manière de bouger son corps et d'envisager l'art de la danse. Les artistes ont toujours été fascinés par le corps en mouvement, l'invention d'une gestuelle. Ils collaborent avec des danseurs. Un tango entre l'art et la danse. Cette exposition se présente comme une sorte de ballet sensoriel. On se balance et on sautille d'une peinture à une photo, puis à une vidéo ou une sculpture.
C'est une exposition qui s'adresse vraiment au grand public, qui a la particularité d'être à la fois très pointue et en même temps qui s'adresse à tous, parce que la danse est un sujet populaire, chacun danse. Il n'y a pas une civilisation où on ne danse pas. La danse comme pivot de la révolution esthétique moderne. On redécouvre des danseuses remarquables des années 20 comme Loie Fuller et Isadora Duncan. Il s'agissait au début du XXe siècle d'inventer un langage chorégraphique en rupture permanente avec les formes classiques. Le sculpteur Auguste Rodin, en 1912, rend hommage au génie du danseur Nijinsky. Cette expo révèle vraiment que la danse est un art majeur, qu'elle est au centre de l'histoire de l'art du XXe siècle, qu'on revisite et qui permet aussi de regarder des grands peintres du XXe siècle comme Picasso, Kupka et Delaunay sous un angle renouvelé. Mon art est précisément un effort pour exprimer en gestes et en mouvements la vérité de mon être. Dès le début, je n'ai fait que danser ma vie. C'est ce que déclarait la géniale danseuse et chorégraphe Isadora Duncan. La danse, c'est un médium qui s'intéresse au corps, dans l'espace, dans le temps, et qui peut s'adjoindre différents autres médiums. Ça peut être des objets, ça peut être en effet le plus souvent la musique. Et effectivement, les artistes s'intéressent beaucoup à l'idée du langage du corps comme un signe et envisagent aussi la danse de ce point de vue-là. Et Olafur Eliasson, qui est un artiste danois extrêmement connu aujourd'hui, a toujours été intéressé par la danse. L'œuvre inédite de l'artiste Olafur Eliasson explore la danse à travers nos gestes quotidiens au travail. Danser sa vie donne à voir les traces laissées par les danseurs et chorégraphes comme des notations, des films, des photographies. C'est une véritable mémoire collective de cet art du temps présent. Je n'ai jamais voulu devenir peintre, je voulais être danseur de claquettes, disait volontiers Andy Warhol. La danse contemporaine, c'est une danse dégagée du ballet classique. La danse, comme expression de soi, est proche de l'abstraction. Les cubistes, les futuristes, le Bauhaus et les avant-gardistes russes en étaient fous. Cette exposition sur la danse est aussi une façon de nous interroger sur notre rapport au corps, à l'espace et à l'art. La danse comme performance, les distorsions du corps, ce corps tout entier qui devient alors l'agent de traces visuelles, vestige de l'énergie du corps en mouvement. Peindre comme on danse, proposait Jackson Pollock. Avec sa façon de peindre si particulière, le dripping, le hasard et l'injonction corporelle au service de l'art. Danser comme une sculpture en mouvement ? Danser sa vie est une exposition très riche sur l'art de la forme en mouvement. La dernière partie des années 60 à nos jours place la culture populaire au cœur de la danse. Les allers-retours esthétiques, formels et conceptuels entre chorégraphes et artistes sont incessants. La danse est partout, tout le monde peut être danseur. Pourtant, la récente disparition de Merce Cunningham, Pina Bausch ou Kazuo Ono a fait vaciller le socle où se déployait la recherche chorégraphique contemporaine. Cette exposition originale, à voir jusqu'au 2 avril prochain au Centre Georges Pompidou à Paris, cherche à vous faire aimer et comprendre la danse. La danse dans la vie des artistes et dans notre vie de tous les jours. Alors, let's dance avec l'art. On danse tous à Beaubourg. Merci Elisabeth d'avoir été notre invitée. Une dernière chose, dans quelques instants, je vais aller retrouver Lydia Bakri de l'Express Style qui nous parle des tendances du moment. Et alors, une des tendances culinaires, c'est le retour de la volaille. Est-ce que vous aimez la volaille ? Oui, Oui. mais il faut qu'elle soit vraiment bien. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, puisque maintenant, le poulet rôti à un dîner, c'est le must-have.
Lydia Bakri de l'Express Style vient d'arriver et ensemble nous allons parler de tendance. Bonjour Sandrine. Bonjour Lydia. Alors cette semaine on va parler gastronomie et du fameux poulet rôti du dimanche puisque la volaille à la côte. Absolument. Et le poulet rôti est devenu ultra trendy. Alors c'est en fait assez logique que la volaille ait la côte aujourd'hui parce que c'est une viande tout simplement ultra saine, peu calorique, peu grasse et aussi désormais d'une grande qualité. Elle est devenue de plus en plus savoureuse. Aujourd'hui, 70% de la volaille achetée est label rouge, donc signe d'une viande vraiment savoureuse. Et alors ce qui est intéressant, c'est que alors que la consommation de viande diminue, celle de la volaille augmente plus de 2% l'année dernière. Alors chaque région a son élevage, sa spécialité, ce qui est beaucoup apprécié à l'étranger. Oui, et en fait, il existe un véritable patrimoine gastronomique français autour de la volaille. Alors on connaît le poulet de Bresse, le poulet de Chaland. Il existe aussi des élevages absolument exceptionnels et moins connus en France. Le coucou de Rennes, la géline de Touraine. C'est joli en plus. C'est très beau et ce sont vraiment des volailles qui sont exportées partout à l'étranger. Et alors les grands chefs se mettent aussi de plus en plus à cuisiner la volaille. Absolument, c'est d'ailleurs grâce à eux que la volaille a retrouvé ses lettres de noblesse. Alors on connaît le poulet de Ducasse, moi j'adore aussi le poulet cuisiné par Hélène Darroze, qu'il cuisine avec des coquillettes et du foie gras. Et puis il y a aussi le maître S volaille, Antoine Westermann, qui est un chef de Strasbourg, 3 étoiles, qui a ouvert il y a peu un endroit absolument extraordinaire sur les hauteurs de Montmartre. Ça s'appelle le Coq Rico. Évidemment, ça ne s'invente pas. Et on déguste des volailles absolument délicieuses. Alors c'est vrai qu'il y a tout l'univers de la volaille qui est à la côte et également les œufs. Absolument. Alors, il y a chez Westermann des œufs à la coque avec des mouillettes au beurre truffé. On a aussi des œufs au plat avec des tartines de magret fumé.